Merci beaucoup Isabelle Piboulot, que nous retrouverons à 18h30. Comment se fait-il qu'aujourd'hui en France, un enfant de 14 ans qui va jouer au football ne revient jamais chez lui parce qu'il est tué par des coups de couteau, par deux mineurs connus de la justice de 16 et 17 ans. Nous allons nous interroger sur ce fait de société, notamment avec vous, Béatrice Brugère. Bonsoir. Vous êtes magistrate, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Nous a rejoint également Abel Boilly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éducateur, président de l'association Tous Unis. On va essayer de décrypter tout cela. Aujourd'hui, avec vous également, Kevin Bossuet, avec vous, Benjamin Camboulive. Bernard Tellier est également avec nous, ex-négociateur du GIGN, et Mathieu Hox, secrétaire général Le Millénaire. Mais avant, revenons sur les réactions politiques qui ont été nombreuses après ce drame. Ils étaient déjà connus des services de police. La tristesse et la colère qui montent une nouvelle fois avec la mort d'Elias. Elias, cela aurait pu être notre fils, notre petit frère, voilà, on se projette tous bien évidemment. Béatrice Brugère, on voyait François Bayrou qui parle d'un sentiment d'impunité qui monte. Mais ce n'est pas un sentiment, l'impunité, en tout cas dans cette affaire-là, c'est une réalité, non ? Oui, l'expression est pas très claire. Alors, est-ce qu'il pense, en disant ça, que ce sont les mineurs qui se sentent dans une forme d'impunité ? C'est possible, que c'est comme ça qu'il ait voulu l'écrire. Je pense que ça doit être ça, parce qu'en effet, là, on n'est pas dans un sentiment d'impunité, on est dans un crime qui a été commis d'ailleurs. Vous avez dit des jeunes mineurs, enfin ils sont pas si jeunes, 16 et 17 ans, on est déjà un peu plus vers la sortie, on va dire, que vers l'entrée. Et c'est la démonstration, en fait, on ne fait pas peur. Et donc si on ne fait pas peur, c'est un quitus. C'est-à-dire que là, il y a une responsabilité aussi qu'il faut évaluer dans notre réponse, parce qu'on peut pas simplement dire, on a fait ce qu'on a pu, on a appliqué la loi. Non, c'est pas vrai. Il faut se remettre en question. Nous, on l'avait dit que ça posait un problème parce qu'on avait travaillé avec un pédopsychiatre qui est passionnant, qui s'appelle Maurice Berger, qui vient d'ailleurs de sortir encore un livre et qui explique que si vous n'intervenez pas rapidement sur certains profils, évidemment, ça ne concerne pas tous les mineurs, heureusement, mais sur certains profils qui sont ni dans l'empathie, qui n'ont aucune règle, soit parce que ça vient de la famille, etc., et que la justice a une réponse qui est trop faible, qui n'est pas contenante, on dit, et bien à ce moment-là, se passe ce qui se passe, c'est-à-dire ils s'en fichent, on va dire. Les choses allons au plus près de ces jeunes avec vous, Abel Boilly, éducateur. Nous entendions Béatrice Brugère dire aujourd'hui, chez certains délinquants, devant la justice, la réponse c'est même pas peur. Alors comment vous l'expliquez ? Comment aujourd'hui des jeunes de 16 et 17 ans se fichent totalement, mais absolument totalement, d'une décision de justice ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc d'abord une pensée pour la famille. Il faut imaginer l'effroi, c'est-à-dire des jeunes qui n'avaient pas le droit de se fréquenter peuvent se balader ensemble un soir dans Paris et ôter la vie à quelqu'un. Une pensée aussi pour l'ami d'Elias aussi, qui a été héroïque et qui a fait ce qu'il pouvait et qui doit avoir un profond sentiment de regret avec la question « qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ?» Donc c'est assez compliqué. Et je pense qu'aussi il faut arrêter dans le vocable de jouer sur les termes, sentiments, impressions. Non, il y a une impunité. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, dans certains territoires, le collège, et je parle en présence d'un professeur, devient une plateforme de décrochage. Décrochage scolaire, social, professionnel, culturel. Avec des grands frères qui recrutent des jeunes dès l'âge de 6e par moment et qui les targetent, qui les visent dès le CM2. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous êtes chouf aujourd'hui, vous savez, grosso modo, mon propos peut sembler caricatural, mais je ne suis pas loin de la réalité. J'ai une question, ils sont où les parents ? Vous la poserez après. Je vais venir juste après. Vous êtes arrêté, vous ressortez. Et c'est pour ça que les grands du quartier vous recrutent, ils savent que vous ne risquez rien. Et c'est pour ça que les choufs, lorsqu'ils vont avoir 18 ans, et moi j'en ai discuté avec pas mal, ils réfléchissent à comment changer leur modus operandi dans le travail, parce qu'ils savent que là, s'ils se font choper, ils vont trinquer, et en plus, il va y avoir l'accumulation de tout ce qu'ils auront fait comme délit pendant leur adolescence, du temps où ils étaient mineurs. Par rapport aux parents, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de jeunes qui sont dans des cellules familiales éclatées. Vous avez la problématique de l'absence du père qui est une catastrophe dans la société. Vous avez aussi certaines mères qui sont défaillantes, mais l'absence du père, on le retrouve beaucoup. Vous avez des familles où vous avez beaucoup de violence physique,
psychologique. Il y a un sujet qui est tabou dans la société, mais que je vois beaucoup, la pédocriminalité intrafamiliale aussi qui existe. On n'en parle jamais, je ne sais pas pourquoi. Ça fait partie des nombreux tabous et qui touche aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons que l'on peut voir costauds en jogging, et on reçoit vraiment des témoignages de jeunes garçons qui ont été attouchés par le père, par l'oncle ou autre. Et avec certains socles familiales où il y a l'aspect culturel, où quand vous subissez ces sévices, vous n'avez pas le droit d'en parler. Ouais. Donc effectivement, comment mieux accompagner les parents? C'est pour ça que je dis toujours que pour qu'une société soit efficace, il faut avancer dans un triptyque prévention, sanction, répression. Mais la prévention, on voit bien, elle ne fonctionne plus aujourd'hui, en tout cas chez une certaine catégorie de jeunes. En tout cas, pourquoi aujourd'hui on s'empêche en France, et je vous poserai la question également, Béatrice Burgère, d'enfermer tout de suite des jeunes qui commettent des actes graves très rapidement? Sur ça, moi je suis d'accord pour une sanction, une répression très ferme. Mais aujourd'hui, il y a quand même des failles dans la prévention. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas assez. Je vais vous donner des exemples très simples parce que le terrain dit toujours la vérité. Nous organisons souvent des dialogues police-jeunesse, d'accord ? Et souvent, ça se passe très bien. Et les jeunes nous disent quoi ? Pourquoi est-ce qu'à l'école, on n'a pas eu ça ? Parce que moi, mon public, c'est surtout un public de décrocheurs, d'accord ? Oui. Pourquoi est-ce qu'à l'école, on n'a pas eu ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas appris ça avant ? C'est assez compliqué. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous voyons le trouble politique dans lequel le pays est plongé depuis quelques mois, avec des débats sur le budget 2025. Il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Vous avez des centres d'insertion et de réinsertion qui vont fermer. Vous avez des associations qui sont en difficulté. Vous avez des missions locales qui ont la corde au cou. C'est extrêmement compliqué et on ne sait pas comment nous allons passer l'année 2025. Alors moi, je veux bien que l'on puisse dire que la priorité des politiques, c'est la jeunesse, mais il faut être aussi fort sur la prévention que sur la sanction, que sur la Béatrice Burgère, peut-être votre regard, parce que c'est vrai qu'on a en France cette stratégie d'enfermer le plus tard possible avec cette stratégie en parallèle de prévention. Mais on le voit bien, cela ne fonctionne pas aujourd'hui. Je suis complètement d'accord. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais pour faire très vite, la cellule familiale est éclatée souvent. Vous avez tout à fait raison. Les violences sont souvent cachées et peu poursuivies d'ailleurs. L'éducation nationale, on a un rapport du Sénat qui est quand même assez affolant sur 25%, il me semble, je dis de mémoire, mais d'élèves qui vont à l'école avec la peur au ventre. Vous avez aussi de mémoire, je crois, près de 900 000 enfants qui se disent harcelés. Donc en fait, il n'y a plus d'endroit, j'allais dire, qui puisse sanctuariser une enfance heureuse. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas, où on est dans l'éducation, l'apprentissage, etc. Pour autant, moi je rappelle deux choses, et vous avez raison de le dire. Il y a combien de magistrats qui s'occupent des mineurs ? Il y en a 500. Ils s'occupent des mineurs. Assistance éducative, je crois qu'on a plus de 200 000 mineurs qui sont pris en charge. Et on en a moins au niveau pénal. Donc, c'est impossible, en vrai, d'avoir un suivi, j'allais dire, efficace. Vous rajoutez à cela un corpus juridique qui est à contre-temps et qui est à contresens. Donc, en fait, pratiquement, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais nous avions comme chiffre que un mineur pratiquement sur deux qui était mineur délinquant était aussi un mineur en assistance éducative, défaillante souvent d'ailleurs au passage, oui. Parce qu'en fait, tout est défaillant en chaîne.